Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, je vous ai annoncé avoir atteint la barre symbolique des 1 million d'euros de patrimoine brut et je vous avais détaillé mes différents investissements financiers. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu d'ailleurs, donc je vous remercie déjà pour tous vos super retours. Et aujourd'hui, comme promis, on va donc passer à la plus grosse partie de mon patrimoine, à savoir l'immobilier physique. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que vous ayez une bonne vue d'ensemble de tous mes biens immobiliers. Je vais faire en sorte de vous donner un maximum de détails, un maximum de chiffres bien évidemment, donc on va parler crédit, on va parler valorisation notamment. Cette vidéo c'est également l'occasion pour moi de faire le point sur mes différents projets parce qu'il y a toujours énormément de choses qui se passent en même temps et ça me permet également de vous partager un peu l'évolution de la manière de faire que je peux avoir ou de ma manière de penser. Parce que je suis toujours dans l'optique de vous transmettre un maximum de mon expérience et un maximum de choses que j'ai pu apprendre en faisant certaines erreurs, en rencontrant certains obstacles avec le temps. Parce que mine de rien, la vie d'un investisseur ou d'une investisseuse en l'occurrence, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Et on commence donc cette vidéo avec la temporalité de mes différents biens immobiliers. À savoir que j'ai commencé à investir en 2018 avec l'achat d'un premier immeuble de rapport. En 2019, j'ai acheté ma résidence principale à 50-50 avec mon conjoint. En 2020, j'ai continué avec un deuxième immeuble de rapport. Cette année-là, j'ai également entamé l'achat d'un appartement sur plan au Mexique avec 4 autres amis investisseurs. Et c'est un projet qui s'est concrétisé avec la livraison en 2022. Et enfin, en 2022, j'ai acheté mon troisième immeuble de rapport. Une question qui revient régulièrement, c'est est-ce que j'ai acheté seul et est-ce que j'ai acheté en nom propre ou en SCI? Donc là, vous avez la réponse. Pour les 3 immeubles, j'ai acheté toute seule, je n'ai pas de co-emprunteur et c'est toujours en nom propre. Peut-être que si je fais un prochain achat un jour, ce sera en SCI parce que je pense que niveau endettement perso, je suis déjà bien au taquet. La maison, elle est en nom propre à 50-50 avec mon conjoint et l'appartement du Mexique, c'est un cas qui est un petit peu à part par rapport au reste. C'est sous une forme non propre, mais qui est une réunion de plusieurs personnes qui investissent près des côtes au Mexique et ça s'appelle un fideicomiso. Notez que la vidéo du jour, c'est vraiment pour vous faire un gros résumé de tous mes biens, mais je vais pas forcément pouvoir aller dans l'ultra détail de comment j'ai trouvé ce bien-là, comment j'ai acheté, comment j'ai fait pour les travaux, les locataires, etc. Par contre, sur cette chaîne, si jamais vous êtes relativement nouveau, j'ai déjà fait des vidéos sur mes 2 premiers immeubles de rapport où je vous ai vraiment donné un maximum de détails sur les circonstances de chaque achat, les chiffres, les loyers, etc. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Je vous ai également fait une vidéo sur mon expérience d'achat au Mexique il y a quelques temps, donc pareil, ça sera en barre d'infos. La maison, c'est un peu différent parce que c'est plutôt un projet personnel, c'est pas vraiment un investissement, c'est un projet de vie avec mon conjoint. Donc je pense pas vraiment en faire de vidéos en termes de chiffres un de ces jours, mais je vous partage un petit peu cette aventure-là au travers des vlogs, travaux, décoration, rénovation de temps à autre. Et du coup, il manque à ce jour une vidéo ou 2 vidéos complètes sur mon 3e immeuble de rapport. C'est pas encore fait, mais ça arrivera forcément un jour sur la chaîne, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien louper de tout ça. En tout cas, mis à part l'appartement mexicain qui pour le coup est vraiment à part et je me suis pas facilité la tâche en achetant aussi loin, le dénominateur commun de mes 3 immeubles, mes 3 principaux investissements, c'est que je voulais acheter des biens qui étaient proches de chez moi pour pouvoir gérer tout ce qui concerne les travaux, pour la supervision, pour faire des travaux moi-même, éventuellement avec mon conjoint et également pour la gestion locative. Et pour vous donner un peu de détails sur la composition de ces immeubles, les 2 premiers sont dans des configurations qui sont assez similaires. On est sur 4 appartements chacun avec des surfaces qui sont entre une vingtaine et une cinquantaine de mètres carrés. On est plutôt sur des cibles type étudiants ou jeunes actifs parce que c'est des surfaces qui sont relativement petites. Mais le 3e immeuble en revanche, il m'a permis vraiment de me diversifier sur une autre cible, plutôt des familles, étant donné que là on est sur non pas 2 appartements mais plutôt 2 maisonnettes de ville avec des petits jardins d'environ 70 mètres carrés chacune et avec 3 chambres. Pour ce qui est des immeubles, et d'ailleurs c'est également le cas de d'autres biens que j'ai pu visiter par le passé mais où j'ai pas fait d'offre, où je me suis pas positionnée, j'ai remarqué que à chaque fois j'ai eu quasiment le même type d'opportunité, c'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des configurations où le bien qui était mis en vente était loués, donc avec plusieurs locataires en place, quasiment tous les appartements étaient loués, mais avec des appartements qui nécessiteraient des rénovations une fois que les locataires partiraient. Parce que c'était pas mal défraîchi, voilà, on sentait que la dernière rénovation est datée d'il y a
peut-être 20 ans, donc les appartements ont des vieux linos, une électricité à revoir, des salles de bain vraiment pas ouf. Du coup à chaque fois j'ai plus ou moins suivi la même stratégie, la feuille de route elle était relativement claire, c'est-à-dire que j'ai acheté le bien, j'ai attendu que les locations se fassent tranquillement et puis le principe c'était une fois qu'un locataire partait, on rénovait le logement et puis une fois les travaux finis, on remettait le bien en location avec un loyer optimisé. On va dire que je me suis positionnée à 80% sur une stratégie de rendement locatif, mais c'est vrai que en parallèle de ça, le fait de rénover et d'embellir les biens, forcément ça participe à la croissance du patrimoine. Mais pour le coup, les projets qui ont le plus été réfléchis en termes de valorisation, c'est l'appartement à Tulum et mon 3e immeuble. Pour ce qui est de l'appartement mexicain, c'est assez simple. Nous avons donc investi dans la ville de Tulum, qui est une ville qui se développe énormément en termes de tourisme, en termes d'événements jet set. Il y a beaucoup de choses qui se passent notamment sur la scène électro là-bas et il y a vraiment des gros noms qui vont de plus en plus jouer là-bas pour des soirées branchées. Donc c'est vraiment à la mode et c'est une ville qui s'est énormément développée, où il y a eu énormément de construction et où les prix grimpent de ouf. Donc nous on a acheté un appartement qui est sur plan, donc pas encore construit, donc on l'a acheté des côtés. Et le but pour nous c'était de le mettre en location en courte durée et éventuellement se réserver pour nous quelques semaines par an en basse saison, avec une optique mine de rien de le revendre aux alentours des 5 ans. Et pour ce qui est de mon 3e immeuble, je dois vous avouer que quand je l'ai trouvé, en fait à la base j'avais pas du tout prévu de réinvestir de sitôt après le 2e immeuble et après le Mexique, mais ça a été une opportunité parce que je suis toujours un peu en veille immobilière. Ça veut dire que je regarde très régulièrement les annonces sur Le Bon Coin pour connaître un petit peu les prix dans ma zone, et je suis tombée sur une annonce de cet immeuble du coup qui était vraiment avec un prix au mètre carré très bas par rapport à là où c'était situé et par rapport voilà, au quartier autour. Donc je me suis dit que c'était une opportunité parce que quand je l'aurai rénové, forcément le prix au mètre carré va bien grimper et si je le revends dans quelques années, je sais que ça sera avec une jolie plus-value. Et surtout, une fois rénové, en termes de loyer, niveau rendement locatif, on n'est pas dégueu non plus. Donc ça c'est un très bon point. Par contre, forcément, quand il y a un bien qui est très décoté par rapport au marché, c'est qu'il y a un petit peu une anguille sous roche. Là, l'anguille sous roche, elle n'était pas très compliquée à trouver. C'est qu'en fait, mes 2 locataires, donc il y en a un qui est parti il y a quelques mois, mais mes 2 locataires étaient en place dans les logements depuis très longtemps, plus de 10 ans pour l'un et l'autre plusieurs dizaines d'années je crois maintenant. Donc c'est des gens qui sont là depuis très longtemps dans des logements qui ne sont pas rénovés, du coup toujours un peu dans le truc un peu vieillot, pas très bien entretenu, et c'est des endroits où je devrais faire beaucoup de travaux le jour où ils partiront en fonction de la personne, mais surtout ce sont des gens qui n'ont pas eu des grosses augmentations de loyer au cours de leur occupation, ce qui fait qu'aujourd'hui donc j'ai un logement libre que je vais pas tarder à remettre en location, donc avec un loyer normal entre guillemets pour le type de bien. Mais la personne qui est là depuis quelques dizaines d'années, par exemple, aujourd'hui, elle a un loyer qui est l'équivalent d'un T2, alors qu'elle a une maisonnette avec jardin en plein centre-ville. Donc voilà, c'est un peu ça le revers de la médaille. Maintenant qu'on a un peu discuté de l'historique et de la composition de mes différents biens, je vous propose qu'on passe à la partie qui je pense va le plus vous intéresser, à savoir les chiffres. À commencer par le prix d'achat. Je vous ai indiqué pour chaque bien les prix, frais d'agence inclus que j'ai payés, et lorsque je n'ai pas la pleine propriété, donc pour la maison et pour l'appartement, je n'ai indiqué que ma fraction. Donc par exemple ma maison à 50-50 avec mon conjoint, si vous voulez le prix de la maison, le prix du crédit c'est x2. En termes de prix d'achat, pour ma part, on arrive donc sur un total d'environ 650 000 €. Ensuite évidemment il y a eu des travaux qui ont été engagés pour rénover et améliorer les appartements en location notamment. Pour tout ce qui est investissement, j'ai financé à chaque fois les travaux de ma poche sur fonds propres, notamment parce que mes locataires ne sont pas partis avant la fin du différé de crédit, donc j'ai dû j'ai dû me débrouiller tout simplement. Et pour ce qui est de la maison, c'est principalement des travaux qu'on a fait passer sur le prêt pour tout ce qui est électricité, salle de bain, cuisine, bref, les gros trucs. Vous pouvez voir notamment que le plus gros budget travaux, il a été mis dans le premier immeuble, ce qui est tout simplement parce que c'est mon achat le plus ancien où tous les appartements ont été rénovés. A l'inverse, le deuxième immeuble, j'ai encore fait
aucun travaux, vraiment des petites choses jusqu'à présent. Pour les autres du coup il y a encore pas mal de travail, mais on arrive à ce jour, tout bien confondu, à une enveloppe globale de 125 000 € de travaux. Et on termine donc par la valorisation de chaque bien, c'est-à-dire le montant que je pourrais en tirer si je les revendais aujourd'hui. Donc bien évidemment ces chiffres que je vous indique, ils sont fictifs, c'est une estimation du prix de vente que j'ai faite en connaissance de ma zone, en connaissance de la qualité de mes différents biens, du marché immobilier alentour, mais évidemment ça peut évoluer en fonction de plein de paramètres comme le contexte économique, les taux d'emprunt, l'évolution du marché immobilier, les politiques publiques, bref. Grosso modo, je sais qu'on est dans ces prix-là et on est sur un total autour des 900 000 € de patrimoine brut. Pour le moment, j'estime donc avoir plutôt bien investi puisque globalement mes biens ont pris en valeur. Si on soustrait le prix d'achat, frais d'agence inclus et les travaux, on arrive sur une plus-value d'environ 123 000 €. Et c'est le moment où, comme régulièrement, j'attire votre attention sur les petits mensonges, les petits arrangements avec la réalité qu'on peut voir un peu partout sur internet dans le monde de l'investissement et l'entrepreneuriat. À savoir que quand une personne vous annonce sur internet qu'elle a atteint 1 million, 5 millions, 10 millions peut-être d'euros de patrimoine, c'est bien de gratter un peu sur la surface, même s'il vous reste plus grand chose parce que vous rongez les ongles comme moi, pour creuser un peu et vous rendre compte de est-ce que ce patrimoine c'est un patrimoine effectif ou est-ce que c'est un patrimoine en constitution. Et pour cause, quand je vous ai annoncé il y a quelques mois avoir dépassé le 1 million d'euros de patrimoine, j'ai bien précisé que ce patrimoine il était brut. Je vous ai jamais parlé de net. Bon, pour ce qui est de la partie financière investie, c'est de l'argent que j'ai gagné, c'est de l'argent que j'ai investi et qui ne me coûte rien, mis à part quelques frais suivant les plateformes que j'utilise, mis à part le risque que je prends à investir mon argent, mais j'ai pas d'autre responsabilité que de croiser les doigts, espérer que ça se passe bien. En revanche, pour la partie immobilier physique, tous mes biens quasiment sont financés via la banque, via des crédits et aujourd'hui il faut dire qu'ils appartiennent quand même beaucoup plus à la banque qu'à moi. J'ai donc une dette au-dessus de la tête, j'ai donc des responsabilités, la responsabilité notamment de payer mes crédits tous les mois. Et du coup, pour la suite de cette vidéo, je trouvais ça intéressant qu'on se penche un peu sur tous les chiffres qui concernent ces crédits en question. À savoir du coup que seul l'appartement du Mexique a été financé intégralement en cash et est donc entièrement payé. Pour ce qui est des 3 immeubles, j'ai fait des crédits d'il y a 110%, ce qui signifie que j'ai emprunté le montant total de l'achat, frais d'agence et frais de notaire inclus. Et au moment de l'achat, je n'ai payé de ma poche au final que tout ce qui correspond aux frais de dossier, frais bancaires, frais d'hypothèque. Donc grosso modo, on était sur du 2-3 000 € maximum de ma poche à chaque fois. Et pour ce qui est de la maison, du coup je vous le redis, le crédit il est partagé entre mon conjoint et moi et je ne vous ai indiqué que ma part. Là on est dans une configuration différente parce que j'avais mis un apport de 20 000 € à l'époque pour l'achat et on a inclus une part de crédit travaux dans notre prêt. Et là je sais qu'on va arriver au moment où toutes les personnes qui s'intéressent à l'investissement immobilier en ce moment vont beaucoup me jalouser parce que il faut dire que j'ai eu une chance incroyable, c'est d'investir au moment où les taux étaient très bas, anormalement bas, puisque vous le voyez, je suis entre grosso modo 1,2 et 1,8% pour tous mes crédits, alors qu'au moment où je vous publie cette vidéo, on avoisine plutôt les 3,5-4% pour des crédits entre 20 et 25 ans. Mention spéciale notamment pour mon 3e immeuble et énorme big up vraiment à mon banquier qui s'est démené pour me faire signer mes offres de prêt le plus rapidement possible. Je vous souhaite de trouver vraiment un banquier qui vous suit et qui vous soutient dans vos projets immobiliers. Franchement, ça change tout. Sachez que moi, à 15 jours près, il m'a dit mon taux il passait de 1,75 à 2,50 vraiment en 15 jours de temps, donc j'ai signé à temps et j'ai pu bénéficier d'un bon taux et c'est toujours ça d'économiser, donc j'étais contente. Pour le locatif, j'ai emprunté à chaque fois sur des durées de 20 ans. À la base pour le premier bien, je voulais emprunter sur 25 ans absolument, mais ça s'est pas fait et j'étais un peu emportée par le temps par rapport au délai de signature de mon compromis. Donc au final, je suis partie sur du 20 ans et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que, mine de rien, le 20 ans sur le crédit, ça permettait d'amortir efficacement et aujourd'hui, j'en suis plutôt contente. Et pour ce qui est de la maison, on est plutôt parti sur du 25 ans avec mon conjoint dans le but d'avoir la mensualité la plus basse possible et garder de l'argent pour nos loisirs ou pour investir ailleurs d'ailleurs.
Peut-être qu'on aurait fait un choix différent en termes de durée d'emprunt si on avait eu un taux assez élevé comme on peut avoir aujourd'hui et que du coup la part d'intérêt dans le crédit aurait été beaucoup plus importante. Mais vu le taux qu'on a eu à l'époque, ça ne faisait aucun sens de baisser la durée à 20 ans ou 15 ans. En tout cas, tout compris, j'arrive donc à des mensualités de crédit de 3 568 €, soit un peu moins de 3 000 € pour ce qui concerne les immeubles. Et pour en revenir à la différence entre patrimoine brut et patrimoine net, forcément un crédit tous les mois, ça s'amortit, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure du temps, le bien il est de moins en moins à la banque et de plus en plus à moi. Et à ce titre, à ce jour, ce sont près de 145 000 € qui ont été amortis et qui peuvent donc être considérés comme du patrimoine net. Et si on prend en compte cet amortissement et la valorisation latente de mes biens, on arrive à un total de 270 000 € de patrimoine net sur les 900 000 € environ brut de départ. Maintenant que vous avez une bonne vision d'ensemble de mon patrimoine immobilier physique, je voulais qu'on prenne un temps pour discuter de mes projets dans les mois à venir. À commencer par un point rapide sur notre maison. Et c'est vrai qu'il faut dire que mine de rien, ça fait aujourd'hui 5 ans passés qu'on a acheté notre maison et qu'on est très loin d'avoir vu le bout des travaux. Vraiment, croyez l'adage qui dit que quand on achète un appartement, une maison à rénover, on n'a jamais fini de rénover. Et pour le coup, c'est vrai que depuis 1 an et demi, 2 ans, on n'a quasiment rien fait chez nous parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on a des vies bien remplies et qu'on a priorisé d'autres choses. Mais cette année, on s'est dit, notamment au retour de Thaïlande où j'étais en janvier, bon, on fait pas de vacances, on part pas, ou alors vraiment très peu sur de très petites périodes pour avoir le temps d'avancer. Enfin, mon conjoint, vraiment, ça lui brûlait les doigts de faire des choses dans notre maison, d'enfin avancer, parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression de vivre dans un chantier et à la longue, c'est un peu fatigant, je dois dire. Donc là, vraiment, cet été, notamment, mon chéri, il a pris 3 semaines pour faire la façade de la grange et il a fait un travail incroyable. La façade elle est méconnaissable et moi j'ai fait, alors j'ai un peu moins de temps que lui cet été et j'avais pas forcément la tête à faire des gros projets, notamment parce que j'ai les appartements à rénover et à gérer en parallèle, mais j'ai fait un petit projet de peinture dans le salon qui m'a bien occupée pendant les JO, mine de rien, mais dont je suis hyper fière au final. Je trouve que le rendu est très joli et ça fait plaisir de voir qu'on prend un peu le pli de faire des travaux chez nous, d'avancer chez nous. Donc là on va commencer vraiment à se pencher sur les questions de l'entrée, des couloirs, etc. Et je vous vloguerai tout ça évidemment pour les travaux de la maison. J'ai hâte d'avancer vraiment et ça nous remet un peu dans une dynamique où bon, on voit enfin que ça change et on commence à se dire tiens, quelles sont les prochaines choses qu'on fait le week-end prochain, etc. Mais en tout cas, la maison, voilà, cette année, pas de vacances, pas de festival électro, vraiment, on garde les sous, on garde le temps pour avancer. Mais je voulais surtout aujourd'hui faire le focus sur mon immobilier d'investissement en vous parlant de 3 points principaux, ceux en tout cas qui je pense vont être les plus intéressants pour vous à regarder. Le premier sujet, c'est le sujet de la vente. À savoir que tout d'abord, nous avons décidé avec mes associés de vendre l'appartement mexicain, tout simplement parce que il y a beaucoup de problèmes divers et variés. Il y a eu beaucoup de problèmes dès le départ par rapport aux virements, quand on a commencé à faire l'achat, les virements qui étaient perdus, entre guillemets. Enfin voilà, vous avez eu toute l'histoire dans la vidéo dédiée. Mais aussi, une fois qu'on a réceptionné l'appartement, tout ce qui concerne la gestion, on va dire le sérieux du gestionnaire, dans les calculs, dans ce qui nous revenait, dans les frais, dans voilà, les sociétés X, Y, Z qui nous demandent de l'argent alors qu'on les connaît pas et qui veulent pas nous donner de justificatif. Enfin, un peu toute cette ambiance. On a changé un moment de gestionnaire. Pendant un temps, on s'est dit tiens, c'est pas mal, et au final, c'était pas ouf non plus. Et après beaucoup de discussions et même assez houleuses pour certaines avec mes associés, parce que forcément les problèmes de gestion ça s'est répercuté sur nos relations, d'autant plus qu'on n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas forcément les mêmes façons de voir les choses. Il y a eu des tensions entre nous et au final on s'est dit vous savez quoi, on vend et on s'achète de la tranquillité d'esprit en se séparant de ce bien, quitte à vendre potentiellement à perte. Donc vous avez vu dans le tableau que je n'ai pas changé le chiffre entre mon prix d'achat autour de 25 000 € et la valorisation du bien actuel. C'est tout simplement parce que cette valorisation aujourd'hui je ne la connais pas, voire elle est un peu en dessous. On s'est rendu compte en mettant un peu plus le nez dans le sujet de la potentielle vente, en discutant avec notre agente,
que ça allait être compliqué de vendre et surtout de vendre rapidement parce que le contexte économique, politico-économique est pas favorable au Mexique pour les investisseurs. Il y a un gouvernement de gauche qui a été élu et potentiellement ils vont passer des lois qui sont contre, entre guillemets, les propriétaires. Donc ça, c'est pas ouf pour les acheteurs. On s'est rendu compte aussi que mine de rien, Tulum ça se développe, mais du coup il y a énormément de concurrence, notamment dans le neuf, et les gens au final ça les dérange pas plus que ça d'attendre d'avoir un appartement neuf en construction plutôt que d'acheter quelque chose qui est déjà prêt, qui est récent, mais voilà, les gens préfèrent avoir du neuf, et au final mine de rien, des biens qui ressemblent aux nôtres, il y en a beaucoup. Donc ceci plus cela fait que là on a déjà baissé notre prix de vente affiché pour le moment et on n'a pas trop de touches, je dois vous dire. Donc ça c'est un projet qui est en cours, c'est la revente de notre appartement, mais je pense qu'aujourd'hui le plus important pour nous c'est de repartir chacun la tête sans souci, de façon plus sereine, chacun de son côté. C'est pas un échec. Comme on dit d'habitude, voilà, toute difficulté, tout obstacle qu'on rencontre, ça nous apprend des choses et pour moi, pour le coup, ça m'a beaucoup appris sur moi-même, sur les autres, sur comment je voyais l'investissement à l'étranger, sur comment je voyais l'investissement avec d'autres personnes. Mais voilà où on en est pour le Mexique. Et pour continuer sur le sujet de la vente également, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas très longtemps, je dois vous le dire, donc c'est pas encore décidé, mais je commence également à me poser la question de la vente de certains de mes biens en France, et notamment je commence à me poser la question pour mon deuxième immeuble, parce que je vais en parler juste après. Donc là en ce moment j'ai un gros chantier dans mon troisième immeuble, chantier qui va me coûter de l'argent, et quand j'aurai payé ce chantier, grosso modo, je n'aurai plus d'argent de côté et donc plus d'argent pour faire des travaux, notamment par des artisans. Et je commence à me dire au final, plutôt que de encore me taper des week-ends, des soirées avec mon chéri à rénover nous-mêmes de nos petites mains nos appartements, est-ce que au final ça vaudrait pas mieux vendre avec une petite plus-value, pas autant que si j'avais rénové et revendu, mais repartir de zéro, récupérer un peu l'argent qui a été amorti, récupérer une plus petite plus-value et puis garder l'immeuble numéro 1 et numéro 3 en parallèle. Ce sont des questions que je me pose en ce moment-là côté vente. Deuxième focus du coup, c'est le sujet des travaux qui sont en cours dans mes biens. Pour ce qui est du deuxième immeuble, je vous l'ai dit, rien n'a été rénové pour le moment, ce sera plus tard. Là vraiment le gros chantier en ce moment qui va pas tarder à se finir d'ailleurs dans les jours qui viennent. Au moment où je filme cette vidéo, normalement je vais faire la réception de chantier dans la semaine qui vient, je pense. Je suis en train de faire des gros travaux dans mon troisième immeuble, dans une des maisonnettes. Du coup, je fais faire à l'entreprise toute la salle de bain. J'ai fourni le carrelage et je suis très contente d'ailleurs de mon choix de carrelage. Je vous montrerai ça très bientôt. J'ai deux fenêtres qui ont été changées, un Velux. Je leur fais repeindre la cage d'escalier et je fais refaire l'isolation. Mais c'est tout. La cuisine elle est un petit peu dans son jus, les pièces de vie, il y a pas mal de nettoyage, pas mal de peinture, de reprise des murs à faire, donc je vais devoir mettre la main à la pâte tout simplement parce que je n'ai pas assez d'argent pour tout faire refaire par une entreprise. Vraiment je mets mes derniers sous dans la bataille encore une fois parce qu'après ça j'ai plus rien. Et pourquoi est-ce que je mets mes derniers sous dans cette bataille-là, entre guillemets, c'est parce que ça fait beaucoup plus de sens forcément de mettre de l'argent dans un T4 avec un jardin qui va forcément se louer beaucoup plus cher que si je mettais 20 000 € dans un T2. Donc voilà, on est quasiment sur du simple au double, donc j'ai tout intérêt à rénover ce logement-là en priorité pour retrouver un loyer après tous les mois qui va être beaucoup plus intéressant qu'avec d'autres biens. Je peux vous dire que j'ai hâte parce que mine de rien ça fait un moment quand même que je suis en cash flow négatif et que tous les mois je dois remettre un petit peu d'argent de ma poche pour payer mes charges, payer mes crédits. Encore une fois j'ai toutes les responsabilités qui vont avec le fait d'être propriétaire, mais c'est le jeu, donc j'ai hâte que ce sujet avance également. Pour terminer, il y a un sujet dont je vous ai déjà pas mal parlé en ce qui concerne les travaux ces derniers mois, mais que j'avais également envie d'aborder sur la question de la gestion locative. Je veux bien évidemment parler de la délégation. Il faut dire que jusqu'à assez récemment, j'ai toujours investi avec la volonté de faire les choses moi-même. Déjà, c'était pour la question des travaux, où à l'époque, je vous ai raconté, avec mon conjoint, on a rénové nous-mêmes les premiers appartements, et on était très contents, on était ultra fiers de nous, mais au fur et à mesure du temps, on se rend
rend compte qu'on a de moins en moins de temps parce qu'on a des boulots qui sont très prenants, parce qu'on a des activités en parallèle, parce que j'ai une chaîne YouTube et que je dois filmer des vidéos et qu'au bout d'un moment tu peux pas tout mettre dans ta vie et il faut faire des choix et souvent malheureusement la vie normale entre guillemets elle prend le dessus sur le fait d'aller faire des travaux le soir, le week-end, etc. Donc ça j'ai accepté qu'il fallait que j'investisse de l'argent et que je paye des entreprises pour avancer mes projets. Ça, niveau travaux, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne la gestion locative, le problème, c'est pas forcément le temps, pour moi, c'est l'humain. Il faut dire en fait que quand l'immobilier ça se passe bien, franchement, c'est génial et ça prend aucun temps. Vous vérifiez juste que, grosso modo, que vos locataires, ils vous payent tous les mois, que vos charges, elles sont bien prélevées, que vos assurances sont bien prélevées. Et voilà. Mais au final, ce qui me mine le plus, ce sont tous les problèmes de gestion auxquels on pense pas forcément au départ, mais qui personnellement m'ont beaucoup affecté, m'ont beaucoup miné le moral. Parce que des fois, je suis désolée, mais les gens, c'est des gamins. J'ai eu à gérer des problèmes de voisinage entre plusieurs locataires, notamment pendant le confinement, parce que personne ne supportait le bruit de l'autre, grosso modo. Des gens qui ne se supportaient plus, donc j'ai dû faire un peu la médiation, la maman, etc. J'en ai eu un il y a quelques mois qui a décidé que il avait oublié les clés à l'intérieur de son appart ou chez un ami, je sais plus. J'étais pas là pour éventuellement dépanner, et en fait, il m'a tout mis sur le dos en mode « Ah, mais vous êtes pas là pour m'ouvrir un soir à 20h », je lui dis bah non, je suis pas à ta disposition, et en fait il a décidé que la meilleure solution du coup pour rentrer chez lui, c'était non pas de faire appel à un serrurier, mais de fracturer la porte d'entrée de l'immeuble pour entrer chez lui. Bref, il y a beaucoup de choses qui font que j'en ai marre des gens, j'en ai marre des locataires, j'en ai marre de l'humain. Je sais que faire de l'immobilier c'est gérer l'humain, mais j'ai plus envie, et j'ai envie de me détacher un petit peu de tous ces problèmes qu'on peut avoir, toute cette gestion. Je sais que faire appel à une agence, ça pose d'autres soucis, qu'il y a des agences qui sont pas toujours super, qu'elles demandent aussi pas mal de choses, mais au moins je me dis que je serai plus sereine si je détache un peu tout cet émotionnel de mes investissements immobiliers, notamment parce que je me suis rendu compte que forcément je suis comme tout le monde, hein, j'ai des défauts, j'ai des failles, et je sais que je suis pas très bonne pour gérer l'humain, je sais que j'ai tendance à être parfois trop conciliante, trop gentille, j'ai du mal à poser des limites avec les gens, et du coup forcément j'ai pas que des gens sympas en face, et il y en a qui ont tendance à en profiter et à me prendre un petit peu pour une cruche. Et il y a un autre sujet qui n'est jamais abordé d'ailleurs dans toutes les vidéos d'investissement que j'ai vues, mais qui est un problème pour moi, notamment dans la mesure où j'habite dans une petite ville, grosso modo, qui est assez, voilà, le centre-ville il est assez concentré. Je ne supporte pas maintenant de croiser mes locataires lorsque je sors en ville. Non pas parce que j'ai peur de ce qu'ils vont penser, mais parce que j'ai pas envie de m'embêter avec les messes basses et avec que vont-ils penser de moi. Si je les croise au restaurant, si je les croise dans un bar, j'ai pas envie que la personne elle fasse des messes basses à ses amis et dise ah regarde c'est ma propriétaire, ah bah c'est grâce à mon loyer qu'elle se fait un resto, etc. Donc voilà, c'est ce genre de choses que je veux éviter, notamment également parce que je dois vous avouer que mine de rien, bon, mon contenu il est niche, mais on sait jamais. Je me dis que si un jour vraiment ma chaîne elle continue à se développer, je continue à être connue entre guillemets, entre très gros guillemets vraiment, j'ai pas envie que les locataires se disent ah bah c'est elle ma propriétaire, c'est la youtubeuse, c'est l'influenceuse, etc. J'ai envie de me détacher de tout ça, et c'est un des facteurs également qui fait que je pense qu'à l'avenir je vais confier la gestion à une agence, quitte à perdre quelques pourcents sur mon argent et tout, mais encore une fois c'est toujours une question pour moi de tranquillité d'esprit. Et donc voilà pour cette grosse vidéo concernant mon patrimoine immobilier. On a parlé en détail de mes biens, on a parlé des principaux chiffres, on a parlé de mes projets, et j'espère que ça vous a plu pour une vidéo de rentrée. La semaine prochaine du coup normalement ce sera un vlog sur mon projet de rénovation en cours. Je vais essayer de reprendre un rythme un peu normal de publication. On va dire, allez, je vais essayer vraiment une fois toutes les 2 semaines parce que je vous en ai déjà parlé. J'ai un travail en parallèle de YouTube, je suis pas 100% sur YouTube, sinon j'adorerais pouvoir vous faire une vidéo toutes les semaines, mais je ne peux pas, et c'est pour ça notamment que j'ai décidé de prendre l'été pour moi,
pour avancer mes projets, pour pas me prendre la tête avec YouTube et de revenir pour vous reposer en cette rentrée tout simplement. Donc j'espère que vous êtes aussi excités, aussi emballés que moi pour toutes les vidéos qui arrivent sur plein de sujets différents. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la soutenir. Si jamais vous avez des questions en particulier sur le sujet du jour, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude en commentaire. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!